Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour une émission consacrée à l'histoire mais aussi à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. On va parler de la façon dont l'Union européenne, et plus particulièrement le Parlement européen, s'empare de ce passé, non sans quelquefois le déformer. Une préface importante, on va parler des politiques mémorielles européennes, de façon parfois, de mon point de vue, un peu critique, mais l'émission qui suit n'est pas anti-européenne, ni pro-européenne, ni politique dans un sens partisan. Elle consiste à s'interroger, en compagnie de deux chercheuses en sciences sociales, sur les allers-retours entre le passé et le présent, sur la manière dont la Seconde Guerre mondiale, les crimes d'Hitler ou ceux de Staline sont évoqués. Enfin, précision, cette émission a été enregistrée en décembre 2019 et donc ne comprend pas les tout derniers développements mémoriels et politiques, par exemple les échanges d'amabilité entre la Pologne et la Russie de Poutine. Vous retrouvez tous les compléments de cette émission, en particulier les textes auxquels il est fait référence, sur le site paroledhistoire.fr. Vous pouvez également nous retrouver et nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, le compte @paroledist. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Christine Cadot, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris 8. Bonjour. Bonjour. Et Sarah Gainsberger, qui est chargée de recherche au CNRS, directrice adjointe de l'Institut des sciences sociales et politiques. Bonjour. Bonjour. Et on va parler ensemble, et je les remercie d'avoir accepté cette émission, d'un sujet un petit peu compliqué, pas forcément bien connu de nos auditrices et auditeurs, c'est la façon dont l'histoire s'écrit à l'échelle du Parlement européen. Il y a quelques semaines, le Parlement européen a voté une résolution, c'était en septembre 2019, une résolution sur l'histoire et la mémoire, plus exactement la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe, une résolution qui parle de la Seconde Guerre mondiale, qui parle de l'Europe aujourd'hui, qui parle des rapports entre nazisme et communisme, qui pose toute une série de problèmes, à la fois des problèmes historiques sur le fond, mais aussi des problèmes sur qu'est-ce que c'est que écrire l'histoire ou raconter l'histoire à l'échelle d'une institution comme le Parlement européen, à l'échelle de l'Union européenne, qu'est-ce que c'est qu'une politique mémorielle, qu'est-ce qu'il y a comme arrière-pensée éventuellement ou politique derrière. Et donc on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Peut-être en commençant, Christine Cadot, par vous demander d'essayer de résumer finalement le contenu de ce texte, cette résolution votée par le Parlement européen qui a surpris un certain nombre de gens. Moi j'ai fait partie de ces gens, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission, qui ont été un peu surpris par ce texte, par cette formulation, par cette manière d'écrire l'histoire. Oui, alors c'est effectivement une résolution qui est un peu surpris et surtout qui est surpris dans la large majorité qui a pu la voter, puisqu'elle a été votée, je crois, à 535 voix pour et une très très faible minorité contre. Et c'est une résolution qui aborde plusieurs points, et notamment l'exclusivité du pacte germano-soviétique dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui en fait l'une des causes essentielles. En mentionnant notamment que l'histoire de l'Europe, le conflit le plus dévastateur de l'histoire de l'Europe a été déclenché comme conséquence immédiate du tristement célèbre pacte de non-agression germano-soviétique. Donc c'est vraiment mentionné mot pour mot dans la résolution. Et puis c'est également l'idée qu'il y a la reconnaissance également et la prise de conscience des séquelles communes à toute l'Europe, qui ont été laissés par l'ensemble des totalitarismes, qu'ils soient communistes, nazis, et d'autres également, qui sont mentionnés sans être tout à fait complètement clairement mentionnés. Ça rappelle d'ailleurs des précédents. Le texte fait mention de la journée du 23 août, qui est une des journées commémoratives européennes. Je pense que la plupart des gens en France qui nous écoutent n'ont aucune idée que cette journée existe. C'est peut-être un des points qu'on pourra discuter. Oui, moi-même, historien, j'ignorais totalement que cette journée existait le 23 août. Voilà. Il y a une journée d'ailleurs qui a des noms différents suivant les pays. Elle n'est pas appelée partout exactement de la même manière. Elle était instituée par l'Europe, mais après, il y a des déclinaisons nationales qui sont assez variées. La traduction officielle en français de la Commission européenne, puisqu'il faut savoir que c'est déjà quelque chose de très intéressant qu'on pourrait étudier, la traduction de tous ces textes historiques passés par le Parlement européen et comment c'est traduit selon les pays. Bon, bien sûr, il faut être polyglotte pour faire ça, mais c'est très intéressant parce que des notions, des termes ont des petites évolutions qui sont significatives, je pense, et ça serait un très beau travail de faire ça. Toujours est-il que la traduction officielle française de cette journée du 23 août, c'est en hommage de commémoration et en hommage des victimes des régimes totalitaires. Et elle est rappelée dans cette nouvelle résolution, et il est bien dit que le Parlement européen enjoint les États membres à célébrer, organiser des choses spécifiques pour cette journée et les prendre très au sérieux. Donc ça montre bien que ce texte-là a aussi pour fonction de mettre en avant ce type de victimes et s'inscrit dans un plus large écosystème, en fait, mémoriel, historique, ///. Et c'est pour ça qu'il s'appelle « Importance de la mémoire pour l'avenir de l'Europe ».
Alors là, on retrouve un trait commun des politiques mémorielles qui est de partir du principe que parler d'histoire et faire acte de mémoire, ça permet de faire des choses au présent, ça permet d'instituer des choses au présent. Et du coup, le texte a énormément de passages dans lesquels il dit c'est parce qu'on craint la montée de la xénophobie, c'est parce qu'on craint la montée des extrêmes, c'est parce qu'on craint toutes sortes de choses que la mémoire est importante parce qu'au présent, ça va nous servir à faire des choses. Oui, je pense que c'est pas pour défendre les gens qui ont voté cette résolution, mais je pense que c'est ça le point qui explique le vote si massif. Je pense pas que chaque personne qui a voté ce texte est d'accord, par exemple, avec le point très important que tu disais, sur l'origine, de trouver un événement originel à la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, c'est pas le pacte germano-soviétique qui est à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Ça ne demande pas à lui tout seul, en tout cas. Voilà, c'est ça. Bien sûr qu'il y participe. C'est un événement qui rentre dans une dynamique. Et je pense que même ces questions historiques, la plupart des gens qui l'ont voté n'ont peut-être même pas lu en détail. Mais c'est le titre même de la résolution. Qui peut être contre l'importance de la mémoire pour l'avenir de l'Union européenne aujourd'hui ? C'est impossible d'être contre ça. Moi, je pourrais peut-être être contre en tant que chercheuse, mais quand je dis ça dans certaines arènes non scientifiques, je passe pour une dangereuse anarchiste qui n'a pas de principe, qui n'a pas d'empathie, alors même que je peux moi-même travailler en tant qu'historienne avec mon autre casquette sur des sujets qui sont très proches. Donc c'est un peu toute cette idéologie, en fait, qui est non seulement une idéologie du contenu historique du texte, mais qui est presque une idéologie du rôle social de la mémoire, qui aussi permet d'expliquer ça, je pense. Alors on va y revenir en détail sur ces aspects. Peut-être avant, il faut réinscrire ce texte dans, vous l'avez dit, vous avez commencé à lire une série de choses beaucoup plus longues, notamment depuis le milieu des années 2000, avec l'élargissement à l'Est de l'Union européenne en 2004, et puis un texte assez important, me semble-t-il, en arrière-plan, qui est la déclaration de Prague de 2008, autour de Václav Havel notamment, qui avait réuni des chefs d'État est-européens, qui avait réuni un certain nombre de gens à Prague, et dont les résolutions finales allaient dans le sens de dire que le communisme, finalement, était un type de crime ou un type de régime criminel aussi grave que le nazisme, et c'est quelque chose qui a été ensuite beaucoup travaillé, notamment dans les pays est-européens qui ont connu la domination au sein du bloc de l'Est, cette idée d'une équivalence entre communisme et nazisme. Est-ce qu'on peut développer un petit peu cette dimension est-européenne de la chose ? Sur cette équivalence-là, effectivement, elle pose problème. On voit qu'elle pose pas problème partout, en tout lieu en Europe, et je pense qu'il y a aussi cette idée que pendant très longtemps, la mémoire dominante de l'Europe et de l'intégration européenne et du plus jamais ça de la Seconde Guerre mondiale a été fabriquée par l'Europe de l'Ouest. Et que lorsque le mur tombe, lorsque le bloc soviétique s'effrite, ce que l'on va accueillir à ce moment-là, c'est un retour à l'Europe. Autrement dit, le discours qui est alors formulé par notamment le discours diplomatique, par exemple, à l'Ouest, ça va être des visites qui vont être d'ailleurs faites un petit peu, évidemment, avant 89, mais cette idée que puisque maintenant il n'y a plus d'obstacle à la réunification de l'Europe, eh bien, il faut aussi réunir les mémoires, mais quand même, cette mémoire, elle reste dominée par un prisme d'interprétation, un cadre conceptuel qui est dominé par le plus jamais ça de la Seconde Guerre mondiale, une fête de l'Europe qui va être instituée sur une date hautement problématique pour un certain nombre de pays, notamment aujourd'hui la République tchèque, notamment à Prague. On voit bien ce que le 9 mai fait à la mémoire nationale, enfin évacue de la mémoire et de l'histoire de l'histoire de Prague notamment, par exemple. Ça vient de là, je pense, cette revendication a existé sur une scène mémorielle, je ne sais pas si on peut la qualifier comme ça, en tout cas sur une scène diplomatique qui prend la mémoire comme un élément important de la reconnaissance symbolique et de la légitimité de ces pays à exister désormais sur la scène européenne, et qui tente de se réinscrire dans cette idée que voilà, l'histoire du communisme ou l'histoire du stalinisme, on l'appellera justement de façon très différente selon les... Oui, même au sein de cette résolution, le mot stalinisme et communisme ne sont pas utilisés de la même manière suivant les paragraphes. On sent qu'il y a eu quand même des transactions assez compliquées au moment de rédiger, ce qui est quand même un mélange assez improbable, mais on sent que c'est sensible malgré tout, cette qualification. Hein. Tout à fait. Et donc cette tentative à partir de 2004, en fait, et un petit peu après, éventuellement, et surtout à partir de 2008, va être une tentative de réinscrire une histoire de l'Est dans une histoire de l'intégration européenne dans laquelle on puisse prendre
on puisse faire attention à ces totalitarismes-là qui n'ont pas cessé en même temps. Et du coup, ça explique pourquoi, dans le texte, il est dit qu'on demande aux pays membres de faire attention aux monuments qui seraient encore de l'époque du communisme, de faire attention aux symboles du communisme. On dit attention, il y a des pays où le communisme est interdit, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit le cas partout? Autrement dit, on tente de mettre sur le même plan, presque de criminaliser sur le même plan le communisme que le nazisme l'a été, puisqu'il est rappelé d'ailleurs, le procès de Nuremberg a eu lieu, et le texte dit qu'il n'y a pas eu l'équivalent pour le communisme. Oui, en fait, ça remonte à 2008 et en fait, ça remonte à l'élargissement de l'Europe. La plupart des analystes de l'élargissement de l'Europe mettent en avant le fait qu'il y a un pilier caché à l'élargissement de l'Europe. Donc les piliers, c'est les différents domaines de la politique européenne. Et on considère que pour être éligible à rentrer dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de critères économiques, sociaux, etc. Et un des piliers, c'est un pilier mémoriel, en fait, qui n'a pas été formulé comme tel, mais où il y a une forme de leçon d'histoire qui a été donnée aux pays d'Europe de l'Est, notamment vis-à-vis de la Shoah, notamment en Pologne, qui a nécessité une sorte d'adhésion, en tout cas officielle et de surface, à l'importance de cette mémoire-là, qui mériterait d'être analysée de manière fine pour voir dans quelle mesure l'existence de cette conformité mémorielle comme un préalable à l'élargissement n'a pas du coup, comme tu le disais, défini un espace où une façon de s'exprimer dans l'Europe, c'est aussi à travers la mémoire. Et donc, la place qu'on va y jouer va être négociée en fonction de la mémoire d'un tel ou un tel. Mais ça vient pas forcément non plus directement des pays eux-mêmes. C'est aussi une façon dont l'Europe s'est construite dans son élargissement. Et quand on regarde finement les budgets qui ont pu être investis en Pologne sur la mémoire de l'Holocauste, on peut être quand même assez sidéré de l'état du débat public en Pologne. Parce que c'est des budgets considérables. Ah, mais le nombre de programmes européens centrés sur la diffusion, la réappropriation de la mémoire de l'Holocauste en Pologne, j'ai pas chiffré en détail, mais j'en connais un nombre, et avec quand même des budgets non seulement financiers, mais aussi de ressources humaines, de croisement, d'échanges d'étudiants, etc. Il mériterait des études assez fines sur quels ont été les effets de ces politiques, et je pense qu'une partie de ces effets sont quand même des effets pervers, ou ce qu'on dirait en anglais des backlashes, ou des contre-productifs, et l'investissement de ce champ mémoriel par un certain nombre d'acteurs des ex-pays de l'Est fait système en fait. Et on voit bien dans la liste de ceux qui ont proposé le texte que c'est principalement... Oui, on voit des Polonais, des Lituaniens, des Lettons, mais des on Tchèques. voit aussi par exemple une députée groupe socialiste espagnol qui elle c'est un peu de la logique inverse puisqu'elle est plutôt pour une forme de... Elle vient plutôt du camp de gauche, entre guillemets, en disant, en Espagne, on ne parle pas assez de la mémoire des républicains, des exactions du franquisme. Donc, c'est plutôt une mémoire commune. Mais pour elle, c'est un levier pour actionner en Espagne le même type de politiques qui ont été mises en place à l'est de l'Europe au milieu des années 2000. Donc, en fait, le contenu historique... Il joue comme plus petit commun dénominateur pour être un outil pour chacun dans son pays pour agir par rapport à ça. Alors si je retraduis peut-être un tout petit peu ce que vous avez dit, parce que c'est des questions assez complexes, si je résume, en gros on aurait dit aux pays de l'Est européen il faut être de bons élèves mémoriels en admettant que la Shoah a eu lieu et même dans certains cas que vous y avez joué un grand rôle pour la Pologne, et en échange vous allez être intégrés à l'Union, et du coup ça a donné des ressources à ces pays pour investir l'arène mémorielle en disant puisque vous nous demandez de faire en quelque sorte cet acte de contrition mémorielle pour faire partie de la famille européenne, et à ce moment-là, il faut entendre de notre côté nos demandes mémorielles qui sont la prise en compte des souffrances sous le communisme. Si je résume, c'est un petit peu ça l'idée. Oui, voilà, bon, ça c'est résumé, mais il y a une part de cette dynamique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Et puis sur ce rôle important de la mémoire et ses effets attendus dans l'idée de l'unification de la cause européenne ou du sentiment d'appartenance, enfin je ne sais pas comment l'appeler. Vraiment, en tout cas, il y a ces effets qu'on n'interroge pas du tout. C'est-à-dire que dès lors que l'on pose le principe de ce que la mémoire commune fait, le sentiment d'appartenance commun, on ne se pose plus cette question-là. Et on a un exemple assez récent et nouveau qui peut-être parlera encore plus aux auditeurs, parce que pour certains, peut-être le communisme, le nazisme, c'est un peu loin, mais c'est celle des attentats. Parce que, donc, il existe depuis 2004 une journée européenne, ça aussi, je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant, mais ils vont être très au courant en mars prochain. Oui, c'est le 11 mars, je crois. Ouais, le 11 mars. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Parlement européen allait voter une résolution décidant du 11 septembre comme journée commémorative des attentats.
Sur ce arrivent les attentats de Madrid. Oui, les grands attentats de Atocha, voilà, c'est ça. la guerre de Madrid. Le 11 mars. Donc les représentants espagnols poussent pour l'adoption du 11 mars comme journée commémorative d'attentats, sachant qu'évidemment ça permet d'exclure tout un pan de la problématique interne à l'Espagne sur le rapport au Pays Basque gouvernement central. Ça permet aussi d'exclure les questions liées au soutien ou pas aux États-Unis, soutien ou pas à la guerre en Irak, etc. Voilà. Ça permet de s'éloigner un peu de ces enjeux géopolitiques brûlants, de rester sur les choses internes à l'Europe. Apolitique, parce que la mémoire est censée être une dimension apolitique. Alors, pour les auditeurs, je tiens que vous faites des guillemets avec les doigts. Voilà, c'est ça. Hein, et le 11 mars est choisi comme journée commémorative. Et nous, en France, après les événements de 2015, l'an passé, le président de la République a décidé de la création d'un musée mémorial. Ça aussi, c'est un très beau sujet à venir. Et d'une journée commémorative. Or, il est confronté à un problème, puisque il y a beaucoup de dates des attentats, mais il y en a déjà deux grandes. C'est le 13 novembre et le 14 juillet, Paris et Nice. Bon, le problème de centralisation, décentralisation. Donc, c'est déjà très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben non, mais nous, on est une nation européenne, on est en rapport avec l'Europe, donc ça va être le 11 mars. Et là, le 11 mars prochain, il va y avoir un grand cérémonial, probablement à Strasbourg, pour commémorer. Donc c'est censé être une mémoire qui nous unifie au niveau national à travers cette date européenne. On peut déjà se demander si en termes d'unification nationale par rapport déjà au 13 novembre, au 14 juillet, ça marcherait. Donc il y a tout ce jeu entre l'Europe, le local, le national, et quelque part les événements historiques sont un peu, pas secondaires, mais ils sont des prétextes et des rhétoriques qu'on mobilise pour ce rapport entre les niveaux. Alors si on revient un instant à ce texte donc voté en septembre dernier par le Parlement européen, une forte majorité, il y a un élément de contexte, il me semble qu'il faut aussi ajouter, c'est le rapport à la Russie. La Russie est hors Union européenne, les relations sont compliquées avec la Russie, et il me semble que dans les commentaires qui ont accompagné ce texte, il était très clairement dit que, et le texte lui-même d'ailleurs le mentionne, c'est quand même une manière de contredire Poutine, c'est quand même une manière de s'opposer à lui, de dire voilà, la Russie d'aujourd'hui réhabilite en partie Staline, et dit finalement le pacte germano-soviétique c'était nécessaire à l'époque pour sauver, pour gagner du temps face à Hitler, etc. Et là c'est une manière de dire non pas du tout, c'était tout à fait grave, et ça a été la fin de la Pologne libre, etc. Donc là, cette dimension diplomatique, elle joue aussi dans ce texte. Oui, d'autant plus qu'en Russie, il y avait, à propos des questions mémorielles et du rôle de la grande armée patriotique, aussi un soulèvement venu de la société civile initialement, depuis notamment 2004-2005, autour de ce qu'on a appelé ensuite, ce que les journalistes ont appelé ensuite le régiment immortel, et qui était à la base cette volonté de personnes qui avaient participé, ou la famille, ou les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents avaient participé à la libération de l'Europe et à la lutte contre le nazisme, et qui voulaient ne pas laisser à l'État russe, l'appareil d'État, le soin de mobiliser les généraux et les grands héros, les grandes figures, en voulant remobiliser le niveau le plus commun, le plus ordinaire. Et cette initiative qui était née initialement de la société civile a été réinvestie par Poutine, depuis, et un peu avant lui d'ailleurs, avec des défilés qui vont grandir et qui vont devenir extrêmement visibles alors que c'était une initiative relativement plutôt isolée à l'origine, avec jusqu'à 8 millions de personnes, je crois, en 2017, qui défilent avec les portraits de leurs parents, grands-parents. Et en 2015, c'était Poutine qui avait pris la tête des cortèges à Moscou, avec 500 000 personnes qui défilaient. Et c'est vraiment cette idée que... au fond, le Parlement européen ou l'appareil institutionnel communautaire peut lui aussi répondre, réinvestir des velléités qui pourraient être justes de certaines sociétés civiles, de certains groupes d'intérêt, associations, anciens déportés, à manifester aussi à l'échelle institutionnelle cette fois une réponse qui serait comparable à celle que Vladimir Poutine a pu produire en réinvestissant lui-même aussi une cause qui était issue d'un autre niveau de mobilisation. Alors c'est pas tout à fait la première fois que le Parlement européen ou que les instances européennes s'emparent de sujets qui touchent à l'histoire russe, qui touchent à l'histoire soviétique notamment. Il y a quelques années, il y a déjà eu aussi la reconnaissance du génocide par la faim en Ukraine, ce qu'on appelle Holodomor, qui a été reconnu par l'Europe, alors même que c'est quelque chose qui est encore relativement débattu parmi les historiens, en tout cas sur les qualifications exactes, génocide, pas génocide, bon, c'est toujours des questions évidemment complexes, mais là il y avait déjà cette volonté politique d'afficher quelque chose qui soit critique vis-à-vis du passé russe et de la manière dont la Russie rejoue son propre passé aujourd'hui. Et puis son rapport à l'Ukraine également, puisque dans l'Holodomor, il y avait cette idée que l'Ukraine avait été spécifiquement touchée, en tout cas un peu plus certainement que d'autres parties. Ça c'est établi, bien sûr, que l'Ukraine a été désignée pour subir la violence des politiques staliniennes, mais effectivement dans le cadre des relations
Union européenne-Ukraine et Russie ayant des vues sur l'Ukraine, c'était une manière d'utiliser là aussi la mémoire comme acte diplomatique. Elle est très clairement notée, cette relation problématique dans le peu de voix qui se sont opposées au vote du texte, cette idée que le Parlement européen n'a pas vocation à produire un texte pour parler d'histoire ou de mémoire, parce que d'ailleurs la séparation n'est pas toujours aussi nette entre les deux, évidemment, pour répondre à un conflit avec la Russie ou à des avancées, à des menées impériales en Ukraine et un peu ailleurs. Par contre, c'est des rôles qui sont clairement affirmés par d'autres eurodéputés qui disent finalement le Parlement européen a cette vocation-là aussi, comme l'avait avant lui éventuellement à un moment donné le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire que là, il y a cette idée aussi qu'il faut s'affirmer en tant qu'eurodéputé comme étant en capacité de lutter, d'affirmer un rôle particulier qui a été reconnu tardivement, qui est bien souvent empêché et pas autonome, puisque... Oui, c'est pas un législateur parfait, le Parlement européen. C'est pas un législateur forcément très efficace non plus, de ce point de vue-là. Non, puis la mémoire, officiellement, ne relève pas de l'Union européenne. C'est pas dans la... Donc, l'Union européenne marche principalement par un principe de subsidiarité, et la mémoire ne fait pas partie des... c'est ce que je disais tout à l'heure, officiellement, ça ne fait pas partie des piliers qui sont censés être pris en charge. Contrairement à la monnaie, par exemple, la mémoire n'est pas dans le même registre. La manière dont elle rentre dedans depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la crise de légitimité européenne, la crise démocratique européenne. Donc l'Union européenne, même si elle est assez immobile et ne se transforme pas comme on voudrait qu'elle se transforme, est quand même un peu consciente qu'il y a un problème de légitimité au niveau des populations. Donc met en place tout un groupe de programmes sur la citoyenneté européenne. Donc là, comme ça touche à sa légitimité, il y a une sorte de légitimité à le faire. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que re-rentre la problématique mémorielle comme relevant de l'administration européenne, puisqu'il faut savoir que donc il y a le Parlement, mais il y a aussi ce qu'on appelle la Commission européenne, qui est en gros le bras politico-administratif de l'Europe. Et le texte, il fait d'ailleurs référence, ce qu'ils appellent l'Europe pour les citoyens. Donc c'est une initiative je crois que c'est le 3e round de politique dans ce domaine, donc c'est l'Europe pour les citoyens. Et dans ce pôle de budget de la Commission européenne, il y a, au début, ça s'appelait Mémoire européenne active, donc un ensemble de programmes et de budgets. Et ensuite, maintenant, c'est Mémoire européenne, et je crois que la prochaine fois, ce sera justement Mémoire européenne droits et valeurs, ce que dit le texte. Et là, l'Europe a financé, donc l'idée, c'est justement de partir du bas, à la Poutine, de partir de l'ordinaire de la société et de orienter cet ordinaire à partir d'une logique de guichet, qui est quand même la logique dominante de l'État et des institutions néolibérales aujourd'hui. Et donc, il y a chaque année un certain nombre de lauréats de ces programmes qui proposent des projets liés à la mémoire. Donc pour l'instant, c'est nazisme et totalitarisme. Le prochain, peut-être, à mon avis, il y aura attentat, d'autres dimensions, peut-être le droit des femmes ou des choses comme ça. Et là, on peut candidater pour un budget dès lors qu'on montre qu'on va mobiliser la société dite civile. Là, je mets encore les guillemets, je précise pour les auditeurs. Et ça, c'est en fait un peu là, par ce biais-là, et le texte en est complètement traversé de cette logique du rapport entre mémoire européenne et citoyenneté. Alors, pour rester un petit peu sur ces aspects de cuisine interne du Parlement européen qui sont assez intéressants, une chose m'a frappé en vous lisant, Christine Cadot, vous avez préparé un texte sur le Parlement européen, c'est aussi la sociologie de ces eurodéputés, puisque ce sont aussi des gens qui eux-mêmes ont fait des études d'histoire, souvent, qui se sentent légitimes à s'emparer de ces questions. Est-ce qu'on peut le développer un petit peu ? Oui, alors pour le coup, c'est pas vraiment moi qui ai fait ces études-là, mais il y a des sociologues dont c'est le métier et qui ont pris comme objet les parcours, les formations des eurodéputés depuis 2004, et notamment Philippe Perchoc. Et c'est assez fascinant de voir d'une part, alors on le sait déjà depuis un moment, que le Parlement européen n'est plus cette arène de relégation, là où on va finir finalement sa carrière politique, un peu éloignée des instances nationales. On ne citera personne, mais en France, elle a effectivement souvent été un peu la voie de garage pour recycler un certain nombre Elle l'est un peu moins, encore aujourd'hui. Elle est encore parfois dans certaines déclarations où on sent que c'est encore assez présent, mais néanmoins c'est moins le cas qu'auparavant. Il y a des États où ça n'est plus le cas, où c'était moins le cas, notamment en Belgique, c'était traditionnellement un peu moins le cas, parce que la configuration est un peu particulière. Et en Europe de l'Est, cette arène est investie de causes nationales sans
sans trop de problèmes. C'est-à-dire on n'a pas à se cacher de s'exprimer en étant eurodéputé, on n'est pas honteux de l'être, au contraire, c'est un instrument utile d'avoir une arène européenne à sa disposition, parce qu'elle alimente, et il y a des interactions qui sont très régulières, le conflit interpartisan local, à quelque échelon qu'il soit, mais national en particulier. Et l'ensemble des députés, lorsqu'on étudie un peu d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait comme études, on est quand même assez surpris de voir qu'ils sont, à une très large majorité, des personnes qui ont suivi des études d'humanité, disons, d'histoire en grande partie, et qu'ils sont pour un grand nombre d'entre eux, ils ont un doctorat. Alors on peut penser ce que l'on veut du titre, qui n'est pas toujours forcément... 25% des eurodéputés sur la mandature 2004-2009 sont titulaires d'un doctorat. Ça veut dire quelque chose aussi de la légitimité que l'on peut avoir parfois à s'exprimer sur un certain nombre de sujets en prenant appui sur une formation initiale, sur des compétences que l'on veut mobiliser à ce moment-là pour, évidemment, dans une arène qui est essentiellement une arène politique, mais qui vient quand même voilà. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est quand même très particulier dans cette professionnalisation des milieux politiques européens, avec des circulations qui se font maintenant entre des arènes qui peuvent être le Conseil de l'Europe, qui peuvent être des instances internationales. On a également des sociologues qui ont étudié les circulations des acteurs entre l'UNESCO, les institutions européennes, qui sont recyclés, qui recyclent des pratiques, des réseaux entre ces milieux. Et bon, on n'est pas très surpris finalement de voir que ces pratiques, ces discours et ces cadres conceptuels peuvent parfois être réinvestis, cette fois-ci dans le Parlement européen, qui a une instance traditionnellement qui a été délaissée aussi par les européanistes qui ont étudié cette instance qui avait peu de pouvoir, qui n'était pas élue au suffrage universel direct, qui relevait d'un tournant mémoriel qui a été un peu plus tardif, qui a été étudié de façon plus tardive également, et qui devient là maintenant une instance tout à fait particulière où vont s'exprimer des voix, et notamment qui viennent désormais d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, entre guillemets aussi, très particulière, avec une formation initiale qui les invite à s'exprimer là où les historiens traditionnellement n'iraient pas forcément spontanément. Et très particulière, qui surprend même parfois les gens qui travaillent au Parlement européen. Sarah Gainsbourg, vous avez des informations sur finalement la réception de ce texte et de ce travail au sein même du Parlement. Ça a un peu surpris. Oui, parce que donc, le Parlement, c'est comme l'Assemblée nationale en France, le Parlement européen, il a des permanents qui travaillent à la préparation des textes. Il faut quand même que les textes soient un petit peu conformes en termes législatifs, il y a des standards. Et il y a des spécialistes d'histoire dans ces équipes, notamment pour la section culturelle, donc, puisque ce que je disais, c'est que la mémoire relève plutôt du pilier culture. Et eux-mêmes, récemment, donc ce programme Mémoire européenne active de la Commission européenne a fait une journée bilan, ça s'appelait Taking Stock of European Memory, donc faire le bilan de la mémoire européenne, où il y avait un des responsables administratifs du Parlement sur ces questions, et il disait que, en fait, il peut pas vraiment influencer ou contrôler le contenu historique de ces textes, et il aurait plutôt tendance à réorienter la question de la place de la mémoire au Parlement européen pour passer, donc si on traduisait en français, ce serait d'une mémoire culturelle à une culture de la mémoire, c'est-à-dire maintenant, leur position, c'est finalement, c'est pas à nous de vérifier le contenu historique. Nous, on doit plutôt favoriser des lois qui, d'une façon ou d'une autre, parlent de la mémoire pour développer une sorte de réflexe mémoriel en Europe. Et après, c'est aux députés et aux citoyens de s'emparer du contenu historique qu'ils veulent. Bon, inutile de dire que c'est quand même une perspective qui est assez néolibérale dans sa façon de penser et qui est assez dangereuse au niveau des récits proposés, parce que ça ouvre en fait à toute forme de prise de position historique. Alors on va revenir sur le fond de ces prises de position historiques. Au passage, vous avez employé le mot de loi. Est-ce que c'est vraiment une loi, Christine Cadot ? Le statut juridique de ce texte, il est assez ambigu, puisque quand on regarde les verbes employés, c'est le Parlement rappelle, le Parlement souligne, le Parlement est préoccupé par, mais est-ce que ça force de loi, ce texte ? Oui, c'est la sémantique qui est utilisée, elle traduit plutôt la relative impuissance en fait de l'arène parlementaire européenne sur ces sujets-là. Effectivement, il n'y a rien qui contraigne autre chose qu'une adaptation dans le droit local, dans le droit interne.
le Parlement n'a pas l'autosaisie, ne peut pas s'autosaisir de ces sujets. Donc, oui, il y a beaucoup d'intentions exprimées, mais il y a finalement peu de conséquences concrètes de cette résolution. Cette résolution, est-ce qu'elle va changer la manière dont on enseigne, dont on écrit l'histoire, dont les monuments sont institués? C'est la fonction tribunicienne aussi là, du Parlement européen qui est... Alors là, il y a deux exemples intéressants. En fait, elle n'a pas de force de loi, mais elle constitue une ressource dont les acteurs politiques nationaux et locaux peuvent se saisir. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la journée du 11 mars. Ça n'a aucun pouvoir et personne ne la commémore, mais localement, au niveau de la France, ça peut être une ressource dont à un moment, un acteur, qui en l'occurrence est le président de la République, va se saisir pour construire quelque chose au niveau national. La deuxième chose qui est intéressant de comparer avec le cas français, quand il y a eu tous ces débats sur les lois dites mémorielles, donc là personnellement je mettrai des guillemets, en France, une des recommandations de la mission parlementaire sur les lois mémorielles, c'est justement d'utiliser les résolutions, puisque ça n'a pas lieu d'être une loi, puisqu'il n'y a pas de conséquences budgétaires, concrètes, il n'y a pas d'effet législatif, et une loi doit avoir des effets contraignants sur la population. Et la mémoire, pour l'instant, on n'a pas encore la puce dans les neurosciences, mais ça va venir, je pense, n'a pas cet aspect contraignant, donc on incitait le Parlement à avoir recours aux résolutions. Mais quand on regarde les résolutions qui ont été votées depuis en France, elles portent pas sur ces questions-là, parce qu'un certain nombre d'acteurs sociaux, de lobbyistes, etc., veulent le niveau de la loi. Oui, ils veulent la loi. Moi, ça, je l'ai vu sur 14-18, c'est très frappant. Il y a régulièrement des propositions de loi déposées, notamment par le groupe communiste, sur il faut une loi sur les fusillés, et les historiens ont beau leur expliquer que non, en fait, il n'en faut pas une, et que ces questions n'ont pas passé par la loi, que c'est plus compliqué, etc., etc. Il faut une loi pour les fusillés. Si on n'a pas sa loi, finalement, on n'est pas légitime. Voilà. Ça, on le voit très bien. Donc, c'est un peu en miroir, c'est intéressant. La question du Parlement européen est intéressante aussi pour ce qu'elle nous apprend des différents contextes nationaux. Et dernier point, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le programme de la Commission européenne sur la citoyenneté européenne. La résolution invite et soutient l'Union européenne, la Commission, dans sa volonté de reconduire ce programme et d'avoir un budget plus important. Et il y avait donc le responsable de ce programme qui était à l'événement dont je parlais tout à l'heure, et il a dit devant tout le monde, c'était tous les acteurs associatifs qui avaient été retenus par ce programme qui étaient là, très intéressant pour moi, et il disait je vous encourage à écrire au Parlement européen pour dire à quel point ces programmes ont été intéressants pour vous localement, auprès donc bien sûr je mettrai des guillemets aussi, jeunes générations, puisque ça on n'en parle pas, mais il y a aussi les populations cibles. Parce que comme si les jeunes générations étaient plus racistes ou antisémites que les vieilles générations, ça c'est quand même assez mystérieux aussi. Donc ça par exemple c'est une façon de construire la catégorie jeune aussi et de délégitimer une forme de jeunesse comme couche de la population problématique. Pour peut-être remettre un petit peu d'arrière-plan politique à tout ça, il faut peut-être aussi redire qu'à l'est de l'Europe, il y a aujourd'hui un certain nombre de régimes, je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne, qui sont clairement engagés sur des voies, je dirais peut-être pas jusqu'à dire négationnistes, mais en tout cas sur des voies de relativisation extrême de ce qui s'est passé, des crimes qui ont pu être commis dans leur pays. Et du coup, c'est un texte qui est quand même porteur, à mon sens, et là je parle non pas du tout comme spécialiste des questions européennes, mais comme historien de la guerre, d'un certain nombre de dangers de relativisation de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut rentrer peut-être dans le détail de ce texte pour voir ce qui pose problème, soit dans ce qui est, soit dans ce qui n'y est pas? Moi, j'ai 2-3 idées. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous avez repérées. On a déjà pointé l'équivalence stalinisme, nazisme, dont beaucoup d'historiennes aujourd'hui doutent ou qui prendraient avec beaucoup de précautions, qui est posée de manière stricte. Il y a peut-être une chose qui est problématique dans le texte et dans le fait de poser cette équivalence, c'est finalement si le stalinisme est aussi grave que le nazisme, à ce moment-là, quelqu'un qui a résisté, quelqu'un qui a, durant la Seconde Guerre mondiale, été opposé à l'occupation soviétique, mais finalement, ça peut être un héros, y compris s'il a collaboré avec les nazis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, de réhabiliter à travers cette équivalence des gens dont on sait qu'ils ont été les auxiliaires, par exemple, des Allemands dans la Seconde Guerre mondiale? Ah ben... Oui, probablement. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le fond du texte. Je pense que derrière, il y a aussi cette idée que maintenant que, notamment l'Estonie, par exemple, fait partie de l'Union européenne, un certain nombre de populations russophones de l'Estonie ont droit à une protection en termes de minorité linguistique, par exemple, de ce genre de choses. Il me semble qu'il y avait ces choses-là qui étaient aussi présentes, qui ne sont pas directement liées
pour le coup, l'arrière-plan de la Seconde Guerre mondiale, il est beaucoup plus loin, en fait. Et alors, peut-être si je reformule ma question, ma proposition, c'est si on regarde ce qu'il n'y a pas dans le texte, il y a dans le texte une condamnation du nazisme, il y a dans le texte une condamnation du stalinisme. En revanche, rien n'est dit, par exemple, de tous les Européens de l'Est qui ont pu, à un moment donné, prêter la main à l'un ou à l'autre. C'est comme si c'était deux grandes abstractions et que finalement, en dehors de ces deux abstractions, nazisme, stalinisme, personne n'avait rien à se reprocher, personne n'avait prêté la main aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale en particulier. Est-ce que ça, c'est pas un peu gênant dans l'écriture de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ? Ça, c'est en conformité avec la situation, vous disiez, hongroise et polonaise. C'est-à-dire que c'est les peuples qui sont victimes de grandes forces historiques qui les dépassent, que ce soit le nazisme ou le communisme, et donc la Pologne comme nation victime aussi bien du nazisme que du communisme. Donc ça, pour le coup, c'est en complète conformité. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a aussi la condamnation de la négation de l'Holocauste. Donc qu'est-ce que ça veut dire la négation ? Est-ce que dire que finalement la Shoah concernait aussi bien les Juifs que les Polonais, ce qui est un peu une forme de... est-ce que c'est une négation ? Enfin, ça montre un peu la nature composite, et c'est aussi pour ça que je pense des gens assez différents ont pu voter ce texte. Sans compter que si on prend ce texte comme n'importe quel texte que vote n'importe quel député de par le monde, en général, les gens votent pour un point qui les intéresse et auxquels ils adhèrent, et ils votent. Ils lisent pas forcément sans compter la discipline de parti, sans compter tous ces enjeux. Sans compter qu'il peut y avoir des points où ils sont pas d'accord, mais ils mettent en avant un élément qui est. Et encore une fois, c'est quand même très dur publiquement de dire, voilà, moi je suis contre la mémoire pour l'avenir de l'Europe. Je préfère la guerre pour l'avenir de l'Europe. Ils le disent pas comme ça. C'est parce que les eurodéputés qui se sont déclarés opposés au texte l'ont dit en disant on ne doit pas utiliser la mémoire pour régler des conflits. Et il se trouve que c'est des députés qui sont europhobes, eurosceptiques, c'est des députés du Rassemblement national, etc. Et quand on lit ça, on se dit on pourrait, je vais pas dire presque signer sur le fond de l'idée que la mémoire ne doit pas être utilisée pour cela, mais voilà, ça correspond aussi à l'idée qu'il ne faut pas taper trop fort sur la Russie. Tout à fait, mais c'est pour ça. On voit tous les emboîtements d'enjeux en fait à partir d'un texte. Qui ne sont pas du tout des emboîtements pour le coup de débat épistémologique. Enfin, pour le coup, un député plutôt. Et alors si je me place encore une fois du point de vue de quelqu'un, un citoyen européen lambda qui se trouve être historien ou faire des études d'histoire et qui lit ce texte, il y a de quoi quand même être un petit peu surpris, voire choqué par un certain nombre de propositions, d'omissions. Si on le prend encore une fois tel qu'il se présente, qui est aussi une forme de leçon d'histoire qui nous est donnée par les instances européennes, il y a des choses qui sont assez frappantes. J'ai parlé de cette manière de présenter le nazisme, le stalinisme exactement sur le même plan. Il y a aussi des gros oublis dans le texte. On l'a dit tout à l'heure, le pacte germano-soviétique comme cause immédiate de la Deuxième Guerre et le rôle de la France, de la Grande-Bretagne dans l'apaisement d'Hitler et le rôle de la crise des années 30 qui est totalement effacé. Ça n'existe pas, c'est les nazis et Staline qui se sont mis d'accord, c'est ça qui a provoqué la guerre. Là, évidemment, il y a un raccourci qui peut être un peu gênant quand on fait de l'histoire ou quand on est attaché à un récit, disons, le plus juste possible. Et je crois me souvenir que symétriquement aussi, la libération, les Alliés sont assez tout à fait. absents. Et le fait que l'URSS ait contribué évidemment de façon décisive à la victoire sur le nazisme n'apparaît pas dans le texte. Elle est purement rejetée du côté des crimes de Staline et pas du tout de ce qui a été fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi un autre élément, et alors là ça renvoie à la façon dont l'histoire se raconte du point de vue de l'Europe ou des instances européennes, c'est la manière dont la naissance de l'Union européenne est présentée dans le texte. Parce que là, l'Union européenne est vraiment présentée comme nous avons pris conscience des atrocités terribles de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons décidé de faire l'Europe. C'est pas nouveau pour le coup. C'est pas nouveau. Voilà, c'est le mythe d'origine. C'est le mythe d'origine qui est une tendance lourde, mais là, il est rappelé de manière explicite également. On peut penser que des eurodéputés vont avoir tendance à être plus favorables à ce récit téléologique parce qu'ils en font eux-mêmes partie. Finalement, ils sont eux-mêmes les héritiers d'une tradition plus longue. Des institutions européennes qui ont permis d'éviter la guerre. Alors évidemment, les autres formes de guerre qui ont pu arriver et d'autres formes génocidaires qui ont pu avoir lieu sont passées tout à fait sous silence. Mais cette idée du long ruban de l'histoire de la libération dont on serait les héritiers, on peut penser que c'est pas vraiment depuis le Parlement européen que le récit va être non, puis pour le coup, si on faisait... Là encore, on parle dans une situation où il y a finalement assez peu d'enquêtes ethnographiques fines sur le rapport des citoyens ordinaires à ce genre de débat. Mais je pense que si aujourd'hui on demandait aux gens pour vous c'est quoi l'Europe, pourquoi c'est important d'être attaché à l'Europe, je pense que ce mythe-là, c'est un mythe peut-être, mais c'est un mythe efficace. Et nous, enfin je sais pas,
on a envie aussi d'y adhérer. C'est aussi pour ça, quelque part, qu'on est attaché nous-mêmes, tout intellectuel que nous sommes. Oui, on a beau savoir qu'il y avait la guerre froide et qu'il y avait d'autres raisons à l'unification européenne, on est très content, évidemment, que ça ait évité que la réconciliation franco-allemande ait eu lieu, etc. Et aujourd'hui, on peut être parfois ému de se dire que dans une classe où sont nos enfants, et tous ces enfants de différents pays européens, où leurs grands-parents se sont peut-être battus les uns contre les autres, voire exterminés, sont à côté. Et voilà, on est aussi un peu fleur bleue. C'est émouvant. Donc je pense que ça, pour le coup, c'est un récit, vraiment un récit, une narration, qui a une forme d'efficacité. Elle a l'efficacité de l'émotion. Et c'est tout à fait comme ça que c'est enseigné parfois, y compris dans les musées, par exemple, où on joue sur la fibre de l'émotion pour faire adhérer. Alors, est-ce que c'est toujours efficace ? Ça dépend effectivement à quoi on croit et à quoi on tient, j'imagine aussi. Je suis pas sûre que ça puisse convaincre des gens qui sont pas forcément d'emblée... à mon avis, même les quelques études qui existent montrent que ça ferait l'inverse. Ça les renforcerait dans leurs convictions. Alors aussi. Ça, c'est un point très important du livre que vous avez coécrit avec Sandrine Lefranc, à quoi servent les politiques de mémoire. Sarah Gainsbourg, vous montrez que ces politiques de mémoire, avec toutes leurs bonnes intentions de créer du vivre ensemble, de la lucidité historique, etc., généralement, quand on les étudie, on se rend compte que soit elles ne marchent pas, soit même elles peuvent produire des effets inverses, c'est-à-dire conforter les gens dans leurs stéréotypes, dans leur haine de l'autre, dans leur refus de regarder le passé en face, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à envisager, et votre livre le montre de façon très très intéressante. Peut-être que tout le monde ne l'ayant pas lu, qui nous écoute, on peut le développer un peu. En fait, l'idée, c'était de partir de toutes ces politiques. Et même si historiquement ce texte dont on parlait du Parlement européen est assez condamnable, il participe de cette idée qu'en parlant du passé, on va développer une culture commune, pacifier les sociétés, etc. Donc on partait de cette croyance en se disant, en même temps, malgré tout l'argent qui a été mis dans ces politiques, tous les programmes, il y a quand même la montée des populismes, de plus en plus d'agressions pour des raisons racistes, antisémites ou de haine de l'autre, etc. Donc comment concilier ces deux évolutions ? Et donc, le livre ne résout pas tous les problèmes et ne répond pas à toutes les questions, mais on a essayé de mobiliser un certain nombre d'études éparses qui existent pour traiter, dans une première étape, cette question. Et effectivement, on se rend compte, et c'est ce qu'on disait, que déjà, ce qui est sûr, c'est que un certain nombre de personnes qui ont des convictions extrêmes, notamment racistes, antisémites, et qui aujourd'hui, il faut savoir que de par l'Europe, il y a des programmes de rééducation qui passent par la mémoire, notamment de personnes condamnées juridiquement pour crimes racistes ou antisémites, à qui on fait faire un stage mémorial. Le mémorial de la Shoah est un des lieux de formation sur ces questions. Et donc, ils font un stage sur les questions d'histoire, les passés violents, comme on dit. Ce qui est tout à fait, encore une fois, intéressant, pertinent, politiquement et humainement. Mais il se trouve que j'ai beaucoup de doutes sur les effets de ces programmes, puisque les quelques études qui existent montrent qu'en général, ça renforce les convictions hostiles des participants. Puisque ce qu'il faut toujours penser, c'est qu'il y a certes le récit qui est transmis, mais il y a surtout le rapport au transmetteur, le rapport à l'institution. Et c'est ça qui est important. Par exemple, est-ce que c'est pertinent dans une société où l'école publique est délégitimée, où le statut des professeurs, la grève actuelle, est sans arrêt déclassé, etc. Est-ce que c'est pertinent de s'appuyer d'abord sur l'école pour transmettre une histoire commune et des valeurs communes liées à la mémoire ? Peut-être pas, parce que si le transmetteur a une image dégradée, de défiance qui fait partie des élites, etc., peut-être que ça peut dégrader le contenu même du récit. Et voilà, donc c'est un peu ça, ces questions-là qu'on traite dans le livre. Et on parlait des expositions. Par exemple, il y a une étude assez intéressante en Belgique, justement, sur une exposition liée à la Première Guerre. Donc là, on est au croisement de nos trois sujets, où les promoteurs, les conservateurs qui ont fait l'exposition voulaient agir sur les émotions, mettre en avant des crimes sur les civils, pour essayer d'édifier les visiteurs en les faisant adhérer à des idées de pacifisme, de vivre ensemble au niveau européen. Et donc, une équipe de sciences politiques et de psychologie sociale a testé l'adhésion au pacifisme, selon des échelles typiques de la psychologie sociale, avant et après l'exposition. Et quelque part, c'est peut-être pas surprenant, mais ça les a surpris. Finalement, les visiteurs confrontés à ces horreurs, et à la fin, ils ont envie de faire la guerre aux Allemands et de plus avoir de rapport avec eux.
Et quelque part, on se dit, même au niveau du bon sens, finalement, c'est peut-être pas surprenant. Alors que l'idée de départ, c'était, c'est tellement dur, triste, que quand même, à partir de ça, on va vouloir construire la paix. Peut-être non. Et peut-être que ces questions de vengeance, de conflit devraient être remises un peu dans les équations analytiques, et elles sont souvent mises de côté, y compris, par exemple, sur la façon dont on analyse les suites des attentats aujourd'hui en France. On met beaucoup en avant des figures sur le pardon, etc., mais on s'intéresse peu aux conséquences négatives d'un point de vue et aux politique. émotions, du coup. Il faut peut-être aussi remettre les émotions des acteurs dans le jeu, en questionnant qu'est-ce que ça provoque comme émotion, ces politiques de mémoire. En les questionnant. Ces politiques, souvent, elles s'adressent aussi à un sujet rationnel, un peu idéalisé, qui est l'homme des Lumières, par la connaissance du passé, saura construire l'avenir. Ce sujet rationnel, il est aussi peut-être un peu fictif. Le sujet sociologique, il est pris dans des enjeux quotidiens. On est d'accord, et en même temps on ne l'est pas tous, parce qu'un certain nombre d'auteurs écrivent comme si, ou de législateurs font comme si ce sujet-là, c'était vraiment le sujet des politiques. Je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs au sein des musées, notamment des mémoriaux, qui prennent conscience de ça et qui l'ont tout à fait en tête, parce qu'ils voient des réactions de visiteurs, ils sont au cœur du dispositif que parfois on leur demande de mettre en place, où ils sont pas forcément toujours acteurs eux-mêmes de ce qu'ils ont à diriger ensuite, mais et je pensais au mémorial de Caen notamment, où il y avait Stéphane Grimaldi qui faisait état de ce qu'il voyait en fait au concret de la fin de parcours des visiteurs. Il dit, mais est-ce que vraiment on doit être là pour créer du traumatisme, au fond, pour ceux qui, a priori, ne l'avaient pas connu parce qu'ils sont pas nés dans la génération qui a eu à subir les bombardements, etc. Est-ce que finalement le rôle de notre structure, c'est de fabriquer une mémoire traumatique chez des personnes qui n'en ont pas? Est-ce que c'est vraiment ça qui va créer ce que l'on attend des politiques de mémoire? Et je pense que là, il y a vraiment un enjeu, y compris très au concret, sur les dispositifs scénographiques, sur ce que l'on fait de l'émotion dans les musées. Et ce qu'on nous fait de l'émotion dans la salle de classe, puisque là, il y a beaucoup d'enseignants nous écoutent, et c'est des questions qui se posent chaque année, presque à chaque niveau, quand on aborde évidemment des sujets très douloureux, la Shoah, mais ça peut être bien d'autres évidemment. Qu'est-ce qu'on fait de l'émotion? Comment on la gère? Quel type d'émotion on provoque? Et quels sont les usages pédagogiques que ça peut avoir? C'est des questions tout sauf simples et pas toujours pensées, pas toujours posées, il me semble. Je pense que les acteurs de terrain, comme tu le disais, commencent à quand même vraiment se poser ces questions, parce que moi j'étais très surprise, le livre « À quoi servent les politiques de mémoire ?» J'ai été contactée par beaucoup d'institutions, en fait, de praticiens. C'est même eux qui, plus que les académiques, parce que notamment les historiens ne sont pas tous d'accord avec cette approche, parce que je comprends quand on est historien... Et moi-même, quand j'écris des livres d'histoire, j'ai envie de me dire que ça sert à quelque chose et que l'histoire, c'est important en tant que tel. Donc ce livre est un peu décalé par rapport à ça. Mais j'ai eu beaucoup de retours des acteurs que j'ai pris pour objet, qui me disent « Oui, c'est vrai que c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut discuter et voir comment on peut changer, faire différemment ?» Bon, ça, moi, j'ai pas forcément les réponses, mais je trouve que c'est assez significatif. Et je pense que ces histoires, même à l'échelle européenne, ça rassemble c'est ce qu'on essaie d'expliquer à la fin du livre, c'est que ça rassemble un certain nombre d'acteurs qui ne croient pas forcément au processus. Et la principale force de ces dispositifs, c'est que justement, ça rassemble un certain nombre d'acteurs qui peuvent avoir des opinions différentes. Et donc, ça a une sorte d'efficacité sociale à partir de ce moment-là. Si des gens différents se réclament de la mémoire d'une manière ou d'une autre, là, ça crée des effets sociaux, mais pas forcément les effets qu'on attendait en termes de transmission et de transformation des valeurs, des rapports au passé, etc. Et quand tu as parlé de la salle de classe, pour moi qui fait ce cours d'histoire de la construction européenne en licence dans une université qui est dans la banlieue en Seine-Saint-Denis, là on voit bien que les effets d'un discours sur qu'est-ce que peut la mémoire dans la construction européenne, ou qu'est-ce qu'on lui fait porter comme potentialité, entre produire ou réfléchir à une histoire alternative, à des dispositifs muséaux, scénographiques qui soient pas la frise historique des grandes victoires et de la signature des traités les uns après les autres et des intégrations successives de l'ensemble des pays. Ça crée aussi des discours qui sont captés par le politique, captés par des partis, des micro-partis qui disent que finalement s'interroger de façon critique sur les grandes figures fondatrices de l'Union européenne, le but assigné à l'Union européenne, ce qu'elle aurait été capable de produire, et s'interroger de façon critique là-dessus, c'est finalement faire la même chose que des partis europhobes qui vous diraient regardez l'histoire qu'on vous raconte, qui est une fausse histoire, une histoire fabriquée par le haut, et vos profs sont complices de ça. Et dès lors que l'on veut, c'est ce que tu disais, sur finalement ce qui est attendu de l'institution ou scolaire, ou universitaire ou éducative, c'est
de tenter de faire ce pas de côté par rapport à un grand récit dont on voudrait éventuellement pouvoir aborder les étapes un peu autrement, pas forcément sur le biais de l'émotion, enfin sur le plan de l'émotion toujours, mais c'est capté autrement par les élèves, et parfois capté par des théories du complot qui viennent nous dire Schumann était pétainiste nazi, Monet était payé par la CIA, etc. Et donc c'est très difficile en fait d'aller en dehors de chemins qui sont parfois déjà balisés par une mémoire dominante de la construction européenne notamment, sans être recapté par une façon que les élèves ou les étudiants ont de comprendre ce que l'on dit, en fait. Et là, je pense qu'il y a c'est très compliqué. Oui, Moi, il y a je sais une pas sorte trop de comment ligne faire de crête à trouver pour... Et les praticiens dans les musées, je pense qu'ils sont soumis à des tensions un peu similaires, parfois. En fait, il faudrait ne plus faire des musées narratifs. Il faudrait faire... Mon rêve, ce serait d'avoir une cité des sciences pour les sciences sociales et de mettre les mains, d'avoir des visiteurs, et notamment des enfants visiteurs, qui, au lieu d'avoir un récit, même s'il est critique qui leur soit présenté, plutôt coproduisent et travaillent à se poser des questions, se tromper, faire des fausses découvertes, etc. Alors ça a été fait au Canada. Il y a eu 2 expositions qui ont raconté l'histoire canadienne et notamment qui ont fait intervenir de façon très différente la voix des natives. Avec une première exposition qui s'était tenue à Québec et l'autre à Montréal la même année. L'une était sous une forme très traditionnelle, le plus téléologique possible, avec des voix complètement atténuées, pas du tout entendues en fait de l'histoire des natives. L'autre complètement postmoderne, discontinue, des interrogations plus que des réponses, etc. Et il y a une enquête ethnographique qui a été faite à l'issue des 2 visites par des cohortes de visiteurs à qui on a demandé et puis en gros avec laquelle de ces 2 histoires vous vous sentez le plus familier, le plus à l'aise, etc. Et c'est pas la forme postmoderne qui était préférée, parce que c'est pas la forme la plus elle est pas confortable. Habituelle, confortable. Elle est pas familière. C'est un travail. Quand on va à l'école, quand on va au musée, on a une attitude qui est attendue, à laquelle on est préparé, et donc. Mais ça, c'est le rapport à l'histoire dominant de manière générale, qui est on écoute de l'histoire qu'on connaît déjà, et on veut retrouver une histoire qu'on connaît déjà, et il y a des formes narratives qu'on connaît déjà, et c'est compliqué de les bousculer. Alors peut-être le mode ludique avec une cité des sciences pour l'histoire, pour les sciences sociales. Moi, je valide. Et donc si des gens nous écoutent qui ont des gros budgets veulent investir. On va faire une cagnotte litchi. On va faire une cagnotte litchi, exactement, faire un crowdfunding pour créer ça. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette émission. Beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.